Bonjour à tous, merci de vous être levés tôt pour écouter la voix de la jeunesse, entre autres, et beaucoup d'autres voix conjuguées aujourd'hui pour parler d'engagement et de révolution. C'est les trois mots forts de cette conférence qu'on va essayer d'explorer ensemble. Je suis très émue, impressionnée et honorée d'animer cette table ronde aujourd'hui avec trois personnalités fortes et une sélection de prix Goncourt, quand même. C'est parmi les... Oui, je pense qu'on peut applaudir. Donc, un essai, une enquête, un roman. Au début, je me disais un roman dystopique, non, un roman utopique avec une utopie qui trébuche à la fin. Donc, page pub totalement assumée, puisqu'on est quand même sur un festival de livres. Sois jeune et tais-toi, de Salomé Saké, journaliste extrêmement engagé sur les causes écologiques et féministes, que l'on retrouve quotidiennement sur France 5, Blast, France Info. Blast surtout aujourd'hui. Blast surtout, voilà. Et qui livre une enquête détaillée, précise, avec argumentation. Et si quelqu'un souhaite contredire ce que dit Salomé, qu'il lise d'abord le bouquin, parce que c'est assez fort sur les clichés qu'on impose sur les jeunes. Donc voilà, page pub. Seconde page pub pour Camille Etienne, militante écologiste du coin, qui connaît bien la montagne, dont l'engagement remonte également, d'après ce que je comprends, à ce à quoi on assiste dans la montagne, et notamment la fonte des glaciers. Je pense que tu partages ça avec cette conviction et ce constat avec Heidi Sévestre et d'autres, bien sûr. Et c'est un essai qui engage également à dépasser le clivage générationnel, donc et à dépasser aussi ses peurs, ses impressions qu'on ne pourra rien faire, qu'on est trop petit face à l'immensité des défis et des freins aussi. Donc un livre d'action qui prend vraiment aux tripes, je trouve, et le roman de Gaspard Koenig, Humus, la terre, Humus, l'origine de l'homme, sans doute. Donc un livre qui s'inscrit aussi dans l'actualité. Au début, on se dit on est exactement dans ce qui se passe avec ces jeunes qui refusent finalement une forme de voie toute tracée et qui mettent leur savoir et leur conviction au service d'autre chose. Donc là, en l'occurrence, au service des vers de terre. Il y a quand même une scène assez sexuelle avec des vers de terre. Je tiens à le dire parce que comme ça, je pense que ça fera une page pub assez forte aussi. C'est la première scène d'amour de vers de terre de l'histoire. Ah oui. Mais c'est assez fort. Hein. Moi, je me suis dit, oula, il m'arrive un truc avec des vers de terre, peut-être. Quand on commence. Mais oui, non, parce que ça sentait le vécu. En plus, donc non. On peut en parler, en l'occurrence peut-être sur une autre table ronde. Donc aujourd'hui... Ah, tu vois Ça m'a donné envie de le lire. Non, il y a un truc fort qui se passe. J'en suis toute retournée. Alors, donc en préparant cette table ronde, en vrai, moi j'avais plein de chansons de révolution dans la tête, donc je vais essayer de vous en mettre une. Tracy Chapman par là, Jean-Michel Jarre de l'autre côté, Revolution. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a une fenêtre en ce moment, mais peut-être que ça fait 20 ans qu'il y a une fenêtre, je ne sais pas, mais la situation est tellement forte avec un déni de plus en plus puissant et de plus en plus visible dans la scène politique, la scène économique en ce moment. Donc vos livres font particulièrement écho à ce qui est en train de se passer. Le contexte, je trouve, est explosif. De plus en plus de souffrance, notamment à cause du changement climatique, de plus en plus de résistance d'un autre camp. On l'a vu sur Sainte-Soline, c'est juste hallucinant qu'il y ait plus de forces policières que finalement de gens qui travaillent pour les communs. Donc c'est un vrai combat qui est en train de se passer, qui n'arrête pas, même un combat contre le droit, là, quand on apprend qu'un politique très célèbre de la région Auvergne déclare qu'il va juste annuler une réglementation qui est censée empêcher l'artificialisation des sols. Donc on a encore un combat finalement de ville contre monde rural. Donc est-ce qu'on est confronté à
est-ce que c'est en train de se passer ou est-ce que c'est encore en latent, est-ce que ça couve? Pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par toi, Salomé. On parle de l'engagement et des jeunes, c'est pas forcément une évidence. Il y a des clichés sur les jeunes qui sont absolument monumentaux. Ils seraient égoïstes, ils seraient pas intéressés, ils seraient plongés dans leurs réseaux sociaux. Quel est ton constat quand tu as fait cette enquête auprès de plus de 200 jeunes, je crois? Oui, un peu plus, presque 200 jeunes, un peu moins, mais c'était une enquête qui justement essayait de mêler des études académiques, des statistiques, ce qui avait déjà été dit sociologiquement sur la jeunesse, et une enquête de terrain où j'ai essayé d'aller voir des jeunes de milieux sociaux très différents et avec des idées politiques très différentes pour essayer de comprendre justement quelle était leur approche, notamment du commun, du collectif, de la chose politique au sens très large. Et on a cette idée très reçue selon laquelle les jeunes effectivement seraient égocentrés, seraient narcissiques, sur laquelle je ne vais pas revenir pendant des heures, je vais plus m'attarder sur l'engagement politique. On a cette idée que les jeunes ne sont plus politisés, ne sont plus intéressés par ce qui se passe, globalement parce qu'ils ne votent plus, ou en tout cas qu'ils votent moins. Et ça, c'est effectivement une réalité. Alors, premièrement, on peut rappeler que les jeunes ont toujours moins voté, parce que c'est un moment de construction, c'est aussi un moment où on est en déplacement géographique, c'est un moment où on se forme politiquement. Donc depuis que la démocratie, en tout cas, existe en France, on a toujours eu ce phénomène où les jeunes votent moins. Et là, on a un phénomène où, globalement, la société entière vote moins. Il y a un désengagement vis-à-vis des institutions politiques qui est collectif et qui se ressent effectivement particulièrement chez les jeunes. Et ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que ça ne veut pas dire que les jeunes se moquent complètement du collectif, bien au contraire. Simplement, ils ont développé d'autres formes de politisation, d'autres formes d'engagement qui sont peut-être plus ponctuelles et qui vont s'exprimer souvent dans des actions où ils vont avoir la sensation d'avoir des conséquences immédiates, d'avoir un peu une prise sur ce qui se passe. Et ça passe par une multiplicité de modes d'engagement qui ont été documentés par plusieurs sociologues. Et on pourrait citer l'engagement associatif. Il y a un jeune sur deux qui est inscrit dans une association. On pourrait parler des manifestations. Et là, j'ai rencontré des jeunes qui, par exemple, ne vont pas voter, mais vont être capables de prendre de leur temps, de leur énergie et même prendre des risques, puisqu'aujourd'hui c'est risqué d'aller manifester, pour une cause en particulier, un jour en particulier, parce qu'ils vont avoir la sensation que là, maintenant, c'est plus utile que d'aller voter. Et globalement, effectivement, alors déjà, c'est pas tous les jeunes, hein, il y a quand même 60% des jeunes qui ont voté à l'élection présidentielle, mais il y a cette sensation qui est de plus en plus prégnante, qui est que c'est moins utile de voter que de s'engager professionnellement, que d'aller faire un don à une association, que de s'engager sur les réseaux sociaux, que de boycotter et de passer par ces multiples formes d'engagement que j'ai essayé de documenter dans le livre et que je ne vais pas passer 4 heures à vous expliquer. Mais tout le monde le lira, ok? Non, c'est vraiment ça. Mais l'objectif, c'était quand même vraiment de montrer ça, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont tout à fait prêts à se mobiliser, mais qui ne savent pas où et qui ne savent pas comment, et qui ont l'impression que de toute façon, les politiques ne servent à rien, au sens de la politique très traditionnelle, au sens des institutions. Et ce qui manque, c'est un mouvement qui réussirait à réunir une bonne partie des jeunesses, parce qu'attention, tout ce que je dis dans le livre, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse. Quand on parle de génération climat, ça n'a aucun sens. Il y a plein de jeunes qui ne sont pas du tout sensibles aux questions écologiques. Il y a plein de jeunes qui sont aussi d'extrême droite. Enfin, les jeunes ne s'engagent pas tous de la même manière dans un même mouvement. Mais puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on va quand même parler d'écologie, il faut savoir qu'on a quand même une bonne partie des jeunes qui sont ce qu'on appelle éco-anxieux et qui ont... s'ils ne sont pas forcément des militants écolos aguerris, sont effrayés par ce qui se passe. Et s'ils avaient la sensation qu'il y avait un mouvement qui arrivait et qu'ils pouvaient s'y engager et que ça serait utile, ils iraient très nombreux. Et ils ont été très nombreux à me confier justement cette inquiétude sourde. Je pense que je laisserai la parole à Camille un peu pour expliquer comment peut-être cette inquiétude pourrait se canaliser dans une action. Et donc parfois cette inquiétude ou cette préoccupation s'exprime dans une action ponctuelle. Et voilà. Merci. Avant de passer la parole à Camille, je vais demander à Gaspard, donc philosophe, homme politique, essayiste, 15 livres à votre actif, dont un à cheval, avec quand même une belle rencontre aussi des gens chez eux pour explorer peut-être leurs inquiétudes, leurs désirs profonds aussi. Mais dans ce livre, puisqu'aujourd'hui on parle de Humus, vous rencontrez, vous explorez la psyché quelque part de différents jeunes
en partant d'AgroParisTech, donc quand même des jeunes éduqués, est-ce que vous pouvez... Et quelque part, on sent que vous leur donnez... vous avez une forme d'empathie, mais un peu de distance, un petit peu de... vous vous moquez un peu gentiment de leur naïveté, quelque part. Est-ce que vous rentrez dans ce cliché ou comment est-ce que vous le déconstruisez aussi un peu? Non, mais c'est très bien vu. Alors, donc moi, ma porte d'entrée dans l'écologie, effectivement, chacun a son angoisse. Ça peut être la disparition des phoques, la disparition des abeilles, la disparition des insectes, la hausse du niveau de la mer. Enfin, chacun a un peu son angoisse principale, si je puis dire, à partir de laquelle les autres rayonnent. Et moi, ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est effectivement l'appauvrissement des terres, qui est assez vertigineux, puisqu'en fait, quand on dit qu'il faut sauver la planète, il ne faut pas sauver la planète, qui est une espèce de boule minérale qui n'a aucun intérêt. C'est vraiment les 40 cm de sol fertile, d'humus, qui sont primordiaux pour la vie sur Terre. Il y a encore une étude qui est sortie la semaine dernière qui confirme l'intuition de Darwin, qui expliquait que le ver de terre, je reviens à lui, mais enfin, c'est quand même important, puisque, un, c'est la première biomasse terrestre au monde, et deux, c'est l'animal le plus important pour la vie sur Terre. C'est lui qui permet à la décomposition de la nécromase de s'accélérer, aux champignons de prospérer, et ensuite aux plantes d'aller prendre leurs nutriments. Il les remonte depuis les profondeurs de la Terre. Enfin, il est absolument essentiel. Et effectivement, je ne vous apprends rien, dans les terres cultivées avec beaucoup de pesticides, beaucoup de produits chimiques et tout ça est parfaitement documenté, parfaitement su, notamment par l'INRAE, eh bien, vous avez de moins en moins de vers de terre. Alors, il reste toujours un peu. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que si on laisse ces terres tranquilles, au bout de 5 ou 10 ans, ça revient, la nature reprend le dessus, comme à Tchernobyl, où en 40 ans, vous avez une forêt vierge et des espèces sauvages. Comme dans les océans, on dit que si on arrêtait la pêche pendant 1 an, la population de poissons reviendrait à son niveau pré-industriel. Donc il y a une espèce de résilience latente, si je puis dire. Mais en attendant, vous avez 60% des sols européens qui sont desséchés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de galeries, donc il y a des glissements de terrain, parce que les vers de terre creusent des galeries qui permettent au sol de ne pas se compacter. Et en fait, il n'y a plus de sol. Les sols deviennent des étagères sur lesquelles on verse des intrants pour récupérer des plantes aux valeurs nutritionnelles bien plus faibles, parce que le sol en lui-même n'est plus fertile. Et effectivement, l'homme vient de humus, étymologiquement, bibliquement d'ailleurs. Et donc, quand le sol n'est plus fertile, on perd tous un peu notre destin, quelque part. D'ailleurs, dans la Bible, je ne suis pas croyant, mais enfin, c'est intéressant de noter que dans la Genèse, c'est au moment du péché originel, de la séparation des sexes, que la terre devient infertile, qui pousse les chardons et les ronces, et que l'homme doit commencer à la travailler, parce que naturellement, elle doit être fertile, elle doit permettre la cueillette, en fait. Voilà, donc ça c'est le point de départ, et c'est le point de départ de ces 2 jeunes d'AgroParisTech qui écoutent un cours d'un éminent géodrylologue, comme on appelle les spécialistes des vers de terre. D'ailleurs, je leur rends hommage, parce que c'est une profession trop peu estimée, et d'ailleurs trop peu financée, il faut le dire aussi, puisqu'il y a vraiment quelques dizaines de spécialistes, alors que... regardez combien il y a d'astronomes, combien il y a de gens qui prédisent 1000 choses complètement inutiles dans le ciel ou qui veulent aller sur Mars, tout ça sert absolument à rien, tout ça c'est des corps morts, alors que des choses très vivantes sous nos pieds, on sait à peine comment ça fonctionne. La science du sol, la pédologie est relativement récente et encore extrêmement incomplète. Et puis une forme de mépris qui a été, le ver de terre, c'est pas le panda, on n'a pas fait une affiche avec un ver de terre, sauver le ver de terre. Voilà. Alors il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font. Ouais. Il y a une journée mondiale du ver de terre d'ailleurs début novembre. Mais quand on est dans le milieu lombricien, on reçoit des infos tous les jours. Hein. Il y a quand même une forte activité. Mais bon, et donc ces 2 jeunes découvrent un peu ça à AgroParisTech. Mais j'ai voulu montrer des jeunes qui sont... alors, c'est plus ma génération, puisque moi j'ai 40 ans. Comme dit Montaigne, à 40 ans, on entre dans les allées sombres de la vieillesse. Hein, donc les choses sont claires. Désolé. Bon, c'était au XVIe siècle, donc disons, allez, je vous rajoute 5 ans. D'accord. Mais donc, j'ai voulu regarder 2 jeunes qui ne sont pas particulièrement militants. C'est ça qui m'intéressait. D'ailleurs, ils se demandent... Ils ne sont pas bifurqueurs, d'ailleurs. Et justement, ils s'interrogent sur le fait de monter sur scène à AgroParisTech avec les bifurqueurs, puisque dans le roman, le bifurcage est devenu une espèce de tradition. D'ailleurs, maintenant, toutes les grandes écoles font quasiment un moment bifurcage. C'est devenu presque institutionnalisé, comme si le système avait récupéré le bifurquement, puisque maintenant, il est mis en valeur. On dit, maintenant, on va parler des bifurqueurs, et puis après, on passe à la slide suivante. Et donc, eux, ils ne vont pas sur scène avec les bifurqueurs parce que ils sont motivés. Je pense qu'ils sont dans la norme, si je puis dire, des jeunes de la génération, éco-anxieux, inquiétés par cette histoire de vers de terre, mais pas particulièrement révolutionnaires. Et ce qui m'intéressait ensuite, c'était de leur faire prendre, un peu par hasard, 2 voix très différentes. L'un qui est un personnage au tempérament plus passif et qui se laisse un peu entraîner, qui se laisse glisser vers le monde des startups, du capital risque, de l'investissement vert, responsable, etc. Bon, ce qui me permet de le moquer, de le décrire au passage. Vous le décrivez très bien, j'adore. Hein.
Mais après tout, avec de très bonnes intentions, puisque lui veut construire, et on en a vraiment besoin. D'ailleurs, c'est un projet normalement qui serait viable, des vermicomposteurs à l'échelle industrielle, pour que toutes les matières organiques qu'on est censé recycler, d'ailleurs, je vous ferai remarquer, à partir du 1er janvier 2024, normalement, c'est fini les poubelles noires. Sauf que personne n'est prêt, aucune collectivité. C'est incroyable, personne n'en parle. C'est un truc majeur, en fait. C'est vraiment un truc majeur d'arrêter de mettre les bouts de poulet ou pire encore les légumes, etc., dans une poubelle qu'on va incinérer après. C'est absolument ridicule la perte d'engrais que ça produit, et ça brise en fait la possibilité d'avoir des cycles où, je vous rappelle que Paris, par exemple, au 19e siècle, avant le tout à l'égout, était alimenté par les maraîchers qui récupéraient la fumure et le crottin de cheval et qui ramenaient des légumes en échange. Bon, mais donc lui, il veut faire des vermicomposteurs à l'échelle industrielle, parce qu'il dit, bah voilà, pour sauver la planète, etc., il ne suffit pas de faire des petits vermicomposteurs, donc c'est compostage avec vers de terre, pour que ça aille plus vite. On va en faire des usines entières, et puis pourquoi pas, pourquoi pas. Et il se laisse entraîner dans cette logique très très financière aussi par une fille qui est beaucoup plus cynique que lui. Et puis l'autre personnage, lui, il fait ça au début pour séduire une fille, c'est pas trop, il dit « Ah, mais moi je vais sauver les vers de terre sur la terre de mon grand-père, qui est une terre qui est polluée, qui est chimique ». Donc il fait ça pareil, un peu par coïncidence, et puis il se laisse un peu entraîner dans son mensonge, et puis son mensonge devient pour lui une réalité, une utopie, un idéal. Et lui, il veut prendre une terre qui est complètement pourrie et la réintroduire du ver de terre, de la matière organique, et bien sûr, lui aussi, il éprouve des difficultés. Donc les deux, ce que j'ai voulu faire, c'est un roman, c'est pas pour les moquer. Oui, effectivement, j'ai beaucoup d'empathie pour mes personnages. Je moque pas leur naïveté. Je décris une jeunesse comme il y en a toujours eu, comme dans les romans d'apprentissage du 19e. Vous avez Rastignac qui arrive en ville, il veut faire fortune, il veut faire ceci, cela, et puis évidemment, il se retrouve confronté au réel. Moi, c'est ça que j'ai voulu faire. C'est pas un roman qui donne un message écologique, qui sauve le ver de terre. Oui, au passage. Mais c'est surtout, OK, une fois qu'on a ces deux idéaux, qui sont globalement les idéaux qu'on peut se partager aujourd'hui et sur lesquels les gens peuvent hésiter, et en partant de la réalité de la crise écologique, là pour le coup, ça c'est effectivement un présupposé du livre, mais je pense que c'est un acquis scientifique, et de la biodiversité en particulier, c'est pas un livre sur le carbone, c'est vraiment sur la biodiversité. Les deux voies qu'on choisit, et surtout, et après, et c'est là que le roman est, je le veux, très réaliste, tous les obstacles. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ces idéaux-là, dans le business ou dans la terre néo-rurale? Les problèmes administratifs, économiques, juridiques, agronomiques, tout ce qui tisse notre société aujourd'hui, qui se pose à ces deux jeunes gens, et qui donc vont prendre et essayer 1000 options différentes. Je ne vous dis pas comment ça finit. Pour moi, ça finit de manière optimiste, même si visiblement peu de gens partagent cet avis sur le livre. Mais... Non, mais il y a une graine plantée, je pense qu'on peut le dire, ouais, sans dévoiler la fin. Oui. Si peut-être leurs grands idéaux ne sont pas réalisés, néanmoins, il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'ils ont fait quelque chose d'utile. Mais enfin voilà, sans déflorer la fin. Et donc voilà, c'est vraiment la confrontation de cet idéal et de ces idéaux qui sont de plus en plus partagés avec la réalité d'ici et maintenant, et puis dans une évolution personnelle d'une jeunesse de 20 à 30 ans où il y a des amours, des péripéties, des réconciliations, des amitiés brisées ou pas, etc. Péripéties de révolutionnaires aussi. Alors Camille, comme Gaspard le dit, il y a toujours eu des révolutions, il y a toujours eu une confrontation au réel, la vie réelle, comme dirait Patrick. Donc de tout temps, en tout cas en France, des révolutions, toujours des précurseurs qui voient le truc arriver, qui veulent en faire quelque chose, qui veulent embarquer contre un pouvoir installé, une résistance forte de ceux qui profitent quelque part d'un système installé. Et le mouvement semble continu. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est spécifique aujourd'hui? Quels sont les facteurs qui font qu'il y a quelque chose de fort, peut-être de mondial, Bonjour, déjà ça va? Tout le monde va bien? Oui? Trop contente d'être à la maison et vous voyez que je n'ai plus beaucoup de voix. Donc désolée si je parle beaucoup du nez. Je vais essayer d'être moins longue parce que c'est beaucoup moins agréable pour vous, en tout cas. Mais je ne crois pas que ce qu'on vit est si original. Non, il y a toujours eu, oui. Parce que le principe du haut de mes 25 ans, donc prenez ça avec des pincettes, mais j'ai l'impression que vivre, c'est aussi de composer avec l'incertitude. Et que donc, par essence, on a dû faire avec l'incertitude. Et constamment. C'est ce qui se passe sur la question des enfants que j'adresse un petit peu dans mon livre. Et cette idée que on m'a beaucoup opposé cette question de dire mais comment est-ce que vous pouvez oser vouloir potentiellement des enfants alors que le monde est si incertain? Et moi, je pense à ma grand-mère qui est née dans la guerre. Je pense à tous ces gens, mais des amis activistes en Ouganda
qui ne savent pas s'ils vont pouvoir, quand ils ont des enfants, s'ils vont pouvoir les nourrir aussi longtemps. Donc l'incertitude est une part immense de notre existence, et au contraire, je pense qu'il faut la chérir et faire en sorte qu'elle soit la plus douce possible. Donc c'est pour ça que je crois vraiment pas qu'on vit quelque chose de plus. Ce qui est certain, c'est que c'est terrifiant et que le sol se délite sous nos pieds et que ça, c'est vertigineux. Mais quand on a eu, je cite beaucoup Gunther Anders, quand on regarde la menace nucléaire, il y avait cette peur déjà aussi de se dire, si une bombe qui a une capacité de détruire la vie sur Terre, c'était vraiment une menace existentielle. Si des guerres explosent, des conflits explosent partout, il y a eu des menaces existentielles par ailleurs. Et ce qui est beau, au contraire, c'est pas de se dire, et donc, cela me mènerait à un grand cynisme de me dire, bon, puisque c'est comme ça a toujours été, et donc, à quoi bon ? Au contraire, c'est se dire comment est-ce qu'on arrive à s'inscrire dans le temps long. Et ça permet des choses magnifiques. La première, c'est de se sentir pas seul. Donc quand on me dit on n'est que quelques-uns, lanceurs d'alerte, c'est pas du tout vrai. Moi, j'ouvre les livres de George Sand, je me sens pas seule. Je me sens même d'ailleurs toute petite de voir que elle a un discours de 1872 où elle défend la forêt de Fontainebleau avec des mots que j'aurais rêvé être capable de sortir comme ça, avec autant de clarté et de poésie. Donc c'est quand on regarde des anciens, enfin même mes grands-parents, quelque part, c'est mes premiers écolos. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est de se dire qu'on s'inscrit dans une histoire, on porte avec nous un héritage, et que donc ça nous donne un devoir très beau, qui est ce rapport au temps long. Et on s'inscrit, on continue le chantier de nos parents, nos grands-parents, et puis on essaie de donner un chantier moins pourri à ceux qui arrivent après. C'est peut-être simplement ça, c'est notre devoir ici. Quand on s'inscrit dans cette logique-là, ça permet aussi de calmer cette urgence qui est une urgence qui brûle et que je ressens beaucoup. Je suis tout le temps en train de dire, là c'est urgent parce qu'il se passe telle chose, là au Svalbard, demain on fait une manifestation, n'hésitez pas, sur l'Arctique qui est en train d'être... Le gouvernement norvégien veut exploiter des minerais et ce serait extrêmement grave parce que ça perturbe toute la chaîne et ça perturbe plein d'animaux marins et aussi la fonction de puits de carbone de l'océan, donc c'est super grave. Donc là, c'est super urgent parce que ça se décide dans une semaine en Norvège, etc. Il y a toujours une urgence. Mais quelque part, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est retrouver cette assise et cet ancrage et une humilité, vraiment, d'ailleurs, humilité de humus, qui vient de la même racine. C'est ce rapport à ceux d'avant. Il y a tellement de choses à voir sublimes. C'est-à-dire que ce qui est vertigineux, c'est d'imaginer devoir tout réinventer. Et ça, c'est terrifiant. Et ça peut créer chez nous de l'immobilité. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a été moqués. Vous voyez, quand il y avait l'idée de dire les écolos, vous voulez faire un retour à la lampe à huile. C'était dit avec beaucoup de condescendance. Mais c'était intéressant, en fait, parce que oui, il y a une partie qui est de dire que j'ai envie d'aller demander à mes grands-parents comment ils géraient quand il y avait des pénuries. J'ai envie d'aller voir comment ils faisaient dans les révolutions en Amérique latine. Comment est-ce que les zapatistes, ils ont trouvé des idées d'action extraordinaires. Il y a des idées d'action qu'on a appris des femmes en Pologne sur l'IVG. Enfin, c'est fascinant de voir tout ce qui se fait ailleurs et avant et comment est-ce qu'on se sert de ça pour avancer. Donc voilà, désolée, je démonte la question sans y répondre. C'est très bien. Grande spécialité. Mais je ne crois pas... En fait, c'est important de dire que... de rendre hommage aussi à ce qui a été fait et de se dire que chaque génération... c'est la phrase de Camus qui disait « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La tâche de la mienne est peut-être encore plus grande. Il s'agit d'éviter que le monde ne se déface. » Et je suis persuadée qu'il le sentait dans son âme et dans son corps à son époque. Et pour autant, cette phrase veut tout dire aujourd'hui. La même phrase de Sand qui dit « À tous ceux qui disent « Après moi, le chaos », c'est le plus funeste des blasphèmes parce que c'est là la démission de notre condition d'humain. C'est ce qui rompt le lien qui unit les générations les unes aux autres et qui les rend solidaires. Donc moi, ça m'a toujours fascinée quand on lit de la littérature. Des vieux livres, des vieux bouquins qu'on est obligé de lire quand on est au collège et au lycée, on trouve ça parfois un peu ennuyant. Ça m'a toujours fasciné de dire mais comment ça se fait qu'ils arrivent à décrire avec autant... Enfin, c'est exactement ce que je ressens dans une rupture amoureuse, c'est exactement ce que je ressens dans un conflit avec un parent, c'est exactement... Et donc ça nous permet vraiment de nous sentir beaucoup, beaucoup moins seuls et d'appartenir à une histoire, à une communauté finalement. C'est extrêmement puissant. Oui, donc de toute façon, votre livre est sur le lien aussi, et c'est pas un soulèvement de jeunes, c'est un soulèvement peut-être
contre un système et ensemble, et on ne pourra pas le faire autrement. Salomé, tu veux réagir ? Oui, alors je suis complètement d'accord sur le fait qu'on peut et on doit trouver des réponses aussi, des solutions dans le passé, et je pense qu'on a énormément à apprendre des générations précédentes. C'est tout l'objet de mon livre qui parle des générations, qui parle de la jeunesse dans une perspective générationnelle, puisque c'est réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Et souvent, ceux qui critiquent la jeunesse sont des personnes un peu plus âgées qui disent « Ah, moi de mon temps, moi à mon époque, on faisait pas comme ça, les jeunes c'était mieux ». Et j'aurais pas forcément... je ne serais pas totalement 100% d'accord sur le fait que c'est pas spécifique. Moi, j'y vois une spécificité, enfin, j'y vois deux spécificités dans le défi auquel on doit faire face, qui est le défi écologique, qui est premièrement que les décisions qu'on va prendre aujourd'hui vont continuer à avoir des conséquences dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans. Oui, on pourrait dire que c'est le cas du nucléaire également, mais là, je me dis que c'est quand même très très difficile de revenir en arrière. Et puis on a une telle possibilité de changer les choses là, maintenant, et qui est très inégale, puisque les personnes qui ont aujourd'hui 20 ans ne vont pas du tout subir de la même façon les conséquences du dérèglement climatique que des personnes qui ont 60 ans. Je vais vous donner un chiffre de la revue Science, qui est une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tous être engagés face à ça, bien au contraire, mais par contre, reconnaître une certaine inégalité générationnelle. Et ensuite, il y a cette idée du temps long que je trouve extrêmement difficile à appréhender, qui est que on doit prendre des décisions urgentes maintenant sur quelque chose qui est difficile qui est difficilement palpable et qu'on a parfois du mal à se représenter. Et pourtant, c'est bien l'avenir des nouvelles générations et des générations sur, encore une fois, des générations et des générations qu'on a aujourd'hui entre nos mains. Et je trouve qu'on ne prend pas assez au sérieux la valeur de ce que vont vivre les générations futures ou les générations qui sont déjà là, puisqu'il y a quand même... Alors moi, je m'appuie sur les chiffres du vote, où on voit, et je sais que ça relève, et j'essaie de l'expliquer évidemment, de quelque chose de très sociologique, mais aujourd'hui, le premier vote des plus de 60 ans est un vote conservateur, plutôt à droite, qui tend à conserver le système tel qu'il existe politiquement, c'est-à-dire à prolonger la destruction du vivant, à prolonger la destruction des conditions d'habitabilité de la planète, parce que c'est quand même de ça dont il est question, alors que le vote des jeunes est soit une abstention, c'est-à-dire un rejet du système, soit le premier vote, c'est un vote quand même écologique, et le troisième, ce que j'appelle le troisième vote, c'est quand même un vote d'extrême droite. Pour moi, et ça constitue l'extrême majorité du vote des jeunes. Il y a quand même une volonté de rupture. Et je trouvais ça intéressant. Et donc, mon objectif avec mon livre, c'était surtout pas de mettre les générations face à face, parce que je pense que c'est un piège. Je pense que c'est un piège de dire qu'on doit se taper dessus, mais au contraire de dire c'est intéressant d'essayer de comprendre ce que vivent les autres générations pour avoir envie de les aider. En l'occurrence, les jeunes sur qui on a tendance, médiatiquement notamment, à un peu déléguer, à qui on délègue un petit peu la responsabilité du combat contre le réchauffement climatique, pour l'écologie de manière générale, en se disant c'est leur génération. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Mais vous, les jeunes, vous allez tout changer, vous allez vivre autrement, bravo pour ceux qui parlent, qui ont une certaine estime de la jeunesse, ils disent bravo, allez-y, c'est magnifique ce que vous faites. Et moi, l'objet de mon livre, c'est de dire mais non, on peut pas changer les choses tout seul, surtout pas. Et pourtant, on doit les changer maintenant. Et il y a quand même moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine spécificité, mais c'est ouvert à la discussion. Peut-être qu'effectivement, ça a été comme ça à toutes les époques. Mais on doit changer les choses immédiatement. Et les jeunes, aujourd'hui, sont une minorité démographique. Les 18-29 ans en France sont 2 fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Donc, quand bien même tous les jeunes se mobiliseraient, tous les jeunes seuls iraient voter, ils ne pourraient pas contrebalancer le vote des plus âgés. La seule manière de faire face à ça, c'est vraiment de faire société, c'est vraiment d'avoir cette union intergénérationnelle. Et si je suis 100% d'accord, il faut qu'on aille absolument apprendre de l'expérience des plus âgés, à voir leur regard, parce que, encore une fois, les jeunes ne peuvent pas tout seuls. On n'est pas du tout... parfois, moi, c'est une question qu'on me pose, et du coup, vous proposez quoi ? Moi, j'ai 28 ans, je n'ai pas du tout la solution à tout. C'est une réponse un peu facile. C'est quoi ta solution ? Mais c'est pour ça qu'on doit vraiment construire quelque chose ensemble, et c'est le gros mais, on doit aussi écouter les jeunes. On doit aussi considérer leurs aspirations, leurs propositions, leurs solutions, leurs pratiques culturelles, leurs pratiques sociales, et on doit les considérer avec le même sérieux que ce que peuvent proposer des personnes de 60 ans, 70 ans. Et
Alors, je dis pas que c'est pas forcément ce qui se passe dans certaines familles, mais en tout cas, ce que j'ai constaté de manière extrêmement claire dans cette enquête de terrain, c'est qu'il y avait un ressenti chez beaucoup de jeunes de ne pas être écoutés, de ne pas être considérés et d'avoir des difficultés à dialoguer. Et cette lecture générationnelle ne doit surtout pas être la seule lecture. Enfin, il y a évidemment une lecture de classe, il y a plein d'autres lectures qui peuvent et doivent s'imposer aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas éliminer complètement cette lecture générationnelle qui a parlé à beaucoup de jeunes, visiblement, depuis en tout cas la sortie du livre, qui sont venus me dire, mais effectivement, il y a des clichés qu'on nous met. Là, on a parlé du cliché du procès en narcissisme, mais on pourrait aussi parler du procès en paresse, de tous des procès en inculture qu'on fait parfois aux jeunes et qui font beaucoup de mal et qui occupent, et c'est bien pratique, des clivages pendant qu'on est occupé à de clivage, oui. Et pendant qu'on est occupé à se taper dessus, entre guillemets, entre générations, on n'est pas occupé à justement s'unir pour essayer de trouver des solutions face au réchauffement climatique. Alors Camille, tu veux réagir? Je Non, veux juste faire une petite parenthèse. Il y aura du temps pour les questions-réponses, parce que je pense que dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ont envie de s'engager et de poser des questions. Et ensuite, on va passer à la partie répression, parce qu'on parle quand même de révolution. Mais Camille, tu as envie de réagir. Je squeeze le tour terriblement. Voilà, je prends la place. C'est On terrible. n'ostracisera Non, pas mais une les hommes seconde, ici. parce que je voudrais pas avoir été pas claire du fait que j'ai dormi 2 heures. Je suis pas en train de dire que ça a toujours existé, on a tous fait face aux dérèglements. T'imagines si je fais une sortie climato-sceptique? Non, je dis juste que le sentiment d'incertitude n'est en rien spécifique, ou alors il est toujours spécifique quelque part. C'est ça que je veux dire. On en parlait avec Pablo Servigne, dont je vous invite à voir ensuite la conférence. On a passé 5 heures de trajet ensemble hier à parler pratiquement que des émotions. Et comment, en fait, on imagine que c'est quelque chose de grave qu'il faudrait résoudre, qu'il faudrait... je pense que accepter la peur de grandir, accepter la désillusion, parfois associée à l'âge qui avance, accepter qu'on évolue dans un monde dont on ne maîtrise pas tout, qu'on ne peut pas tout contrôler, ça, c'est en rien, je crois, une spécificité de notre époque. En revanche, sur l'aspect climatique, c'est le grand défi de notre temps. Absolument. Mais comme ma grand-mère, ça avait peut-être été une forme de paix sur un territoire, ça a peut-être été réussir à renourrir une population après un paysage qui a été décimé, etc. Pour aller dans ton sens, sur l'aspect écologique, il y a une chose fondamentale, c'est l'idée de rupture, qui est vraiment le point névralgique de toutes les études scientifiques. C'est qu'on imagine que le système Terre serait stable, que ce serait l'idée de dire, voilà, écoutez, il fait 0,2 degrés, 0,3, ce serait juste un peu pire à chaque fois. Il ferait un peu plus chaud, il y aurait un peu plus d'ouragans, un peu plus d'inondations. C'est pas ça. Il y a vraiment une notion de rupture du système Terre. Et ce qui se passe, c'est le Stockholm Institute Center, je vous invite vraiment à regarder leurs travaux, qui ont défini 9 limites planétaires. On aurait pu faire différemment, mais en tout cas, voilà, leur proposition, c'était d'avoir 9 limites planétaires et de dire, si on sort de ces limites planétaires, on sort de ce qu'eux appellent une zone de sûreté pour l'humanité. Et que donc, l'incertitude qui fait partie de l'existence devient vraiment hors de contrôle. Vous voyez, c'est dans un ordinateur, quand on rentre un peu les données, on met Enter, et là, ça crache. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir ce que les effets d'emballement vont entraîner. Par exemple, on a la forêt amazonienne qui est censée séquestrer beaucoup de carbone, mais qui, du fait des feux de forêt, de la déforestation, devient un endroit géographique où en fait il émet plus de CO2 qu'il n'en séquestre. On a ça qui est en train de se passer sur... Bon, il y a des débats un peu de techos, mais c'est sur l'Arctique. Ce qui est en train de se passer sur l'Arctique, c'est-à-dire qu'un endroit qui était un réfrigérateur est en train de devenir un radiateur. Et en fait, c'est vraiment ça quand on sort. On a déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires. Parce qu'on sait les mesurer. Il y en a qu'on ne sait pas bien mesurer, donc bien elles sont sûr, probablement déjà... mais donc, c'est certain qu'il faut imaginer comme si on partait du fond de cette scène, oui, et que sur la question écologique, chaque génération avançait un petit peu un pas comme ça, et que là, on est, mais pas ma génération, nous sommes, vous et moi, et tout le monde, on est ceux qui vont faire en sorte que là, on est peut-être le pas qui va nous faire tomber dans le vide. Vous voyez, c'est ça le plan de bascule.
Et c'est à ce moment-là qu'on est. Et là, en cela, c'est vraiment un truc. On va laisser parler Gaspard. Par contre, on a éliminé les hommes de cette table ronde. Je me permets juste de réagir après, promis. On laisse la parole. Non, mais c'est hyper important ce que tu viens de dire parce que pour moi, c'est ça la spécificité. C'est justement les 9 limites planétaires. J'en parle dans le livre parce que c'est ça qui fait que c'est différent, à mes yeux en tout cas, de ce qu'on a pu avoir dans les autres époques. C'est que là, si on bascule, on saute dans le vide. Et les nouvelles générations, même ceux qui vont naître après, je vais pas dire ils pourront pas totalement rien, mais en tout cas ils pourront peu, et c'est maintenant. Alors merci, parce que c'était ça dans ma question. Est-ce que c'est différent maintenant alors qu'on a des révolutions depuis l'an Pépin? Oui, c'est différent maintenant parce que maintenant il y a des ruptures fortes et des points de non-retour, comme on dit, et c'est quand même assez flippant. Donc merci de l'avoir rappelé. Je voudrais qu'on arrive sur le sujet, parce que un des 3 mots forts de cette conférence, c'est cette révolte, cette révolution, ce soulèvement, comme on peut l'appeler, et la résistance à ce soulèvement. Gaspard, dans votre livre, vous évoquez les résistances administratives, financières, le monde réel, ça ne se passe pas comme ça. Quand on veut sauver le monde, il faut d'abord passer par la case formulaire A312. Et aujourd'hui aussi, dans la vie réelle, on s'aperçoit que le politique ostracise celui qui veut lutter pour le bien commun. Le terme écoterroriste est ultra violent parce qu'il légitimise finalement une forme de violence verbale ou physique pour ces personnes qui vont littéralement maintenant risquer leur vie en manifestant. Enfin, moi j'ai 2 grandes ados. Aujourd'hui, je leur dis on ne va pas aux marches pour le climat. Mais quand je dis ça, ça me touche. Je me dis en fait, on commence à interdire de prendre parti pour finalement l'envie de régénérer, de guérir, d'alerter, ne serait-ce que d'alerter. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que dans votre roman, qui est un roman, mais je me dis quelque part, quelle est votre position? Vous trouvez qu'Extinction Rebellion, finalement, c'est trop faible, on va aller plus fort. Et aujourd'hui, on voit des scientifiques qui vont se coller la main sur un stand Porsche, on voit des climatologues qui pètent un plomb, littéralement, en disant mais vous réalisez un peu, on voit des réactions qui sont... Enfin, on nous pousse, j'ai l'impression, à réagir très fortement. Donc je redonne la parole pour montrer que les hommes ne sont pas ostracisés sur cette table ronde. Non, mais les vieux. Hein, 2023, hein, je suis désolée, voilà, le monde avance. Gaspard, en philosophe, et donc finalement, beaucoup de recul. Cette répression de cette révolution, est-ce qu'elle est extraordinaire ou pas? Le moment est quand même extraordinaire, on l'a rappelé, les limites planétaires, etc. Oui, alors d'abord c'est effectivement un roman et pas un essai, parce que sur ce sujet où je n'ai pas une réponse claire, j'ai préféré écrire un roman qui donne une palette d'options et ensuite à chacun de se débrouiller. Et au fond c'est toujours facile de défendre une idée et d'avoir des bons arguments et puis ensuite de lister tous les contre-arguments et d'avoir des contre-arguments. Quelque part, c'est une technique et on peut défendre n'importe quoi. J'exagère un peu, mais à peine. C'est un peu ce qui se passe sur les plateaux télé, on est d'accord. Bon, alors, donc un roman, quand même, livre les choses à leur complexité et ensuite ne tranche pas. Et donc, et quand les gens me demandent, mais alors quelle est ton opinion, de ta vision, machin, je dis, bah, si tu la trouves pas, c'est que c'est un vrai roman, c'est un bon roman, et puis débrouille-toi avec. Voilà. Alors, ensuite, comme c'est un roman qui, justement, essaye quand même de gratter un peu les faux semblants, mais de tout le monde, hein. Je veux dire, tout le monde est concerné, là. Les néo-ruraux, les capitalistes, tout le monde. Ah oui, donc, tout le monde notamment, sur grade, je confirme, notamment sur la génération dont on parle, il met en scène des personnages, alors pas forcément les 2 héros, mais des personnages périphériques, qui sont vraiment des modèles de tartufferie, et on en a tous croisé. Faut quand même savoir que c'est une génération qui est certes éco-anxieuse, mais qui n'a, selon les rapports que je lis, jamais autant pris l'avion, qui prend plus l'avion que ses parents, et qui est pas forcément mal à l'aise avec l'idée d'avoir des grands débats écologiques à dîner et d'aller faire un week-end à Florence en prenant EasyJet. Allez, Salomé, je finis. Non, laisse finir et tu y vas. Il y a des gens, il y en a, d'accord, il y en a. Évidemment, il y a l'avant-garde qui, elle, est très fidèle à ses principes, etc. Mais enfin, ça existe aussi. Et les chiffres tendent à monter. Il n'y a jamais eu autant de fast fashion. C'est franchement très bon pour la planète. Et puis, toutes les activités électroniques, et bah, aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Bon, donc, je veux dire... Et j'en viens à un point que pour moi, il ne peut pas y avoir de réforme politique sans une réforme individuelle, personnelle, qui n'est pas suffisante, mais qui est un préalable. On ne peut pas avoir une légitimité morale et même un effet, en fait, si on n'a pas d'abord pris le chemin d'une forme d'écologie personnelle. Et ça ne veut pas seulement dire pas prendre l'avion, etc. Ça veut dire avoir un vrai rapport plus sobre à la nature, mais pas seulement à la nature, à soi-même. Et ça, c'est ce qu'on trouve quand même dans énormément de penseurs de l'écologie,
Arne Naes, écologie profonde, exclut les passions tristes. Il faut d'abord développer une espèce de relation joyeuse, calmée au monde et pas seulement à la nature, pour en fait entrer dans un chemin qui ensuite, si on tire un peu les fils, va sauver la planète. Voilà. Et on retrouve ça aussi chez Gortz dans l'écologie politique des années 70, et on retrouve même ça chez les premiers penseurs de l'écologie qui effectivement apparaissent dès le 19e siècle. Ça, il faut le souligner, que dès que la société industrielle arrive, l'écologie commence. Même chez Tocqueville, il y a des passages extraordinaires sur la civilisation industrielle qui va dévaster les forêts primaires du Michigan dans lesquelles ils se baladent à cheval déjà à l'époque. Donc, et le deuxième point sur la révolution, effectivement, le fait qu'au fond, aujourd'hui, peut-être ces mouvements-là restent encore assez limités. Moi, dans mon livre, le héros se fait dépasser par la génération encore d'après, c'est-à-dire celle qui vient. Et au fond, j'ai le sentiment que la génération des militants aujourd'hui, elle est hyper raisonnable, hyper raisonnable. Ils s'appuient sur des rapports scientifiques. Même les manifestations sont très contrôlées. Les gens ont des chasubles de couleurs, suivant le degré de violence, ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas, etc. Il y a des communiqués de presse très bien faits. Ensuite, on fait des marches qui quand même tentent toujours à être pacifiques, même s'il y a eu quelques trucs, mais alors on peut savoir qui a commencé. Bon, voilà, mais globalement, ce n'est pas l'action directe des années 70 où on va kidnapper les patrons et mettre des bombes sur les voitures des politiques. On n'en est pas du tout là. Et j'ai été à des conférences d'Extinction Rébellion où ils expliquent bien qu'ils excluent la violence contre les personnes physiques. Bon. Donc on est dans un mouvement de désobéissance civile, j'allais dire classique, puisqu'on parlait de recul historique, c'est quand même la désobéissance civile qui a donc un concept fondé par Thoreau, Henry David Thoreau, qui, sans coïncidence, est aussi un des premiers penseurs de l'écologie au milieu du 19e siècle américain. Et donc la désobéissance civile, c'est ce qui a donné lieu, la naissance aux démocraties au XVIIIe siècle. Il faut quand même le rappeler que si on a des révolutions, c'est bien parce que les gens ont désobéi à la loi à l'époque, à l'abolition de l'esclavage au cours du XIXe siècle, à l'égalité entre les hommes et les femmes avec les suffragettes et tous les mouvements féministes où effectivement ils s'attachaient sur les grilles du Parlement au XXe siècle. Et donc il paraît assez logique que l'écologie emprunte cette même voie, qui est une voie très puissante, la désobéissance civile, qui consiste avant tout à dire je ne sais pas si je fais quelque chose pour, mais je ne fais rien contre, et cette inaction est déjà cette inaction, disons, visible et publique, comme de rester assis, c'est de l'inaction au sens propre, est une forme de résistance en fait supérieure à jeter des cailloux ou des cocktails Molotov. Mais on voit aussi que devant l'urgence, et j'avoue que quand on commence à s'abonner aux newsletters écolos, on déprime, on finit par plus les ouvrir le soir. Parce qu'à chaque fois, c'est des nouvelles type le point de rupture, etc. Et c'est vraiment extrêmement angoissant. Et donc, face à l'urgence évidente, documentée et consensuelle, c'est quand même incroyable. Vous parlez des scientifiques qui s'enchaînent aux voitures, c'est effectivement consensuel dans la communauté scientifique. Il est assez logique que la génération qui viendra après, ou qui est déjà en train de pointer, considère que la désobéissance civile et tout ça, c'est sympa, c'est gentil, c'est bisounours, c'est ringard. Et c'est ce que je mets en scène à la fin du roman. Utilise des moyens beaucoup plus radicaux en disant nous maintenant on ne cherche plus à convaincre, on ne cherche plus à tout ça, on cherche à prendre le pouvoir, à éliminer les sources de production d'énergie pour en fait appuyer sur le bouton stop. Voilà, et quoi qu'il en coûte. Et ça c'est vraiment la théorie d'ailleurs sartrienne, terroriste de la Révolution, qui chez Sartre est l'aboutissement logique des mouvements de désobéissance civile. Lui, chez Sartre, j'aime pas Sartre, mais la critique de la raison dialectique fait un éloge du terrorisme robespierriste en disant la révolution ça passe par là. Il a écrit d'autres textes, des préfaces à France Banon, etc. Il dit dans une révolution, il faut qu'il y ait des morts. Et ceux qui viennent après mes héros veulent des morts. Ils veulent des morts, c'est de l'action directe. Et on cible les centres de pouvoir, et le reste, on s'en fout. Les médias, on s'en fout, tout ça, on s'en fout. Et il me semble assez, je ne suis pas forcément très favorable à ça. Moi, je me méfie beaucoup des révolutions qui veulent tout changer, des effets. Quand on dit on veut changer un système, on plaque souvent une utopie sur les réels, on crée beaucoup de misère. Je m'inquiète pour la survie des libertés et tout ça. Donc, je ne suis pas forcément favorable à ça. Mais je vois que très logiquement, vu l'apathie actuelle des décideurs, je ne vois pas comment des gens qui sont absolument légitimement concernés par le sujet ne vont pas rentrer dans une phase plus brutale. Ça me paraît la suite logique de tout mouvement politique. Et encore une fois, c'est difficile de leur donner tort. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres formes d'engagement, syndicalisme, ONG, militantisme évidemment fort. Mais si tout cela ne fonctionne pas, Salomé, comment ça va se... Enfin, qu'est-ce que tu entrevois ?
Alors, moi, mon sujet, c'est la jeunesse, puisque c'est sur ça que j'ai travaillé pendant 1 an et demi. J'aimerais juste revenir sur le fameux les jeunes sont écolos, mais ils prennent l'avion, parce que c'est vraiment une des... Le système, merci. Et ils ont aussi un smartphone. Et ils ont un smartphone. Non, mais c'est une des grandes critiques, et c'est une critique qu'on entend beaucoup, et j'entends légitimement, parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes prennent l'avion, mais la majorité des jeunes ne prennent pas l'avion. C'est quand même ça qu'il faut rappeler. Ils le prennent plus que leurs parents parce que c'est plus accessible en termes de prix, parce que ça s'est inscrit aussi dans la société culturellement et qui sont nés dans cette société-là aussi. Mais la majeure partie des jeunes, et c'est ce que je rappelle dans le livre, sont précaires. La majeure partie des jeunes aujourd'hui rencontrent des difficultés matérielles qui sont de plus en plus importantes et qui sont par certains aspects plus importantes que leurs parents. Et là, je donne tous les chiffres de la précarité. Aujourd'hui, on a 38% des jeunes des moins de 25 ans qui sont précaires contre 7% pour les plus de 50 ans. Il y a une énorme inégalité générationnelle à ce sujet. Vous avez probablement entendu parler des difficultés que rencontraient les Restos du Cœur. Aujourd'hui, la moitié des personnes qui font la queue pour de l'aide alimentaire ont moins de 25 ans. Le premier problème de la jeunesse, c'est même pas l'écologie. C'est la précarité matérielle, c'est la difficulté à se projeter, c'est la difficulté à trouver un emploi. Et quand ils trouvent un emploi, cet emploi est plus précaire que les emplois de leurs parents ou de leurs grands-parents. Je vais vous donner un chiffre. En 1982, on avait 17% des emplois des jeunes qui étaient précaires. Quand je dis précaire, c'est l'intérim, le CDD, enfin tout en gros ce qui n'est pas un CDI, le fameux statut d'auto-entrepreneur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, c'est 52% des emplois des jeunes qui sont précaires. Et contrairement aux idées reçues, dans de bien nombreux cas, ce n'est pas un choix. Donc aujourd'hui, on a une jeunesse qui, globalement, est confrontée, et c'est le portrait que j'ai essayé de dresser, à un système économique qui est terrifiant, à des difficultés énormes à monter dans les entreprises, à faire un métier aussi qui a du sens, à arriver à trouver un sens à tout ça, qui ont en toile de fond l'urgence écologique, la guerre en Ukraine. Il y a bien sûr des grands-parents qui ont pu vivre la Seconde Guerre mondiale, mais globalement, les personnes là, qui ont grandi dans les 30 Glorieuses n'ont pas connu la guerre en Europe. Donc là, on a quand même un contexte politique et géopolitique qui est extrêmement effrayant. Il y a également une crise démocratique, on le voit, avec vraiment une dégradation des libertés qu'on pourrait documenter pendant des heures, notamment pendant le mandat d'Emmanuel Macron, qui, pareil, même si on n'est pas un spécialiste de la politique, quand on est jeune, on voit bien que ça devient de plus en plus effrayant d'aller manifester. Et tout ça crée un contexte qui est quand même très anxiogène et qui fait qu'effectivement, dans un système qui est individualiste, qui est libéral, dans lequel les jeunes sont nés, ont grandi, ont baigné. Effectivement, il y a une grande partie des jeunes qui adhèrent avec beaucoup de contradictions. Donc parfois, à se dire, mais j'aimerais bien qu'il y ait un rêve collectif, mais en même temps, il n'y a rien. Donc oui, je vais prendre mes vacances. Et si ça implique de prendre l'avion, je vais effectivement le prendre. Ou je vais acheter de la fast fashion. Effectivement, ça, c'est vraiment clairement un phénomène auprès de beaucoup de jeunes, et pas que, mais qui est aussi de trouver des échappatoires, de trouver des moments où on arrive à rêver et on arrive à oublier la dureté de ce monde-là. Et là, je pourrais donner des chiffres puisqu'on comparait aussi les époques. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est plus pessimiste que la jeunesse des années 70. Et ça, on le retrouve notamment dans les chiffres de l'IFOP, dans un livre de Frédéric Dabic qui s'appelle La Fracture, où on voit que on a posé les mêmes questions à des jeunes à différentes époques, à 50 ans d'intervalle, et on voit qu'aujourd'hui, les jeunes sont par exemple 2 fois plus nombreux que dans les années 70 à juger l'avenir effrayant. Donc il y a cette difficulté à se projeter. Et comment on fait face à cette difficulté à se projeter ? On essaie de trouver des voies, une troisième voie. On essaie de trouver des alternatives. Et pour certains, ça passe, on n'a même pas évoqué, mais ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par l'adhésion à une nouvelle forme de méritocratie qui est je vais devenir youtubeur, je vais devenir streamer, je vais avoir cette idée que j'ai une ascension fulgurante parce que le système, ce qu'il me propose, ne me donne plus d'espoir. Et je ne dis pas que tous les jeunes sont comme ça, encore une fois, heureusement, pas du tout. Mais donc, les jeunes composent, et je dis bien là, c'est la jeunesse pour le coup qui globalement évolue dans ce contexte, et c'est ce qui relie les jeunes entre eux, hein. C'est quand même le contexte dans lequel ils sont, dans lequel ils évoluent pas de la même manière, avec pas tous les mêmes chances, mais quand même un contexte très anxiogène, et donc effectivement ils sont pétris de contradictions, et c'est absolument indéniable, mais ils sont globalement conscients que ça va mal se passer pour eux. Oui. Et c'est pour ça que j'avais vraiment cette idée de réconciliation des générations et d'appel à l'indulgence avec les jeunes. Parce que je crois qu'on oublie parfois le niveau des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Je ne vais pas aller plus loin, mais à la question des mouvements radicaux, puisque c'était ça dont on parlait un peu plus tôt, je trouvais ça effectivement très important que vous le souligniez.
c'est pas très radical ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, c'est clairement pas violent. On nous parle d'écoterrorisme, on nous parle de ces mouvements comme s'ils étaient complètement révolutionnaires. Moi, je trouve qu'au vu de la gravité de la situation, ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs, parce que les soulèvements de la terre c'est pas que des jeunes, mais ces jeunes qu'on a parfois fustigés en disant mais ils s'assoient sur une route, ils s'attachent à un filet du Roland Garros, quelle folie, quelle radicalité. Moi je trouve que c'est quand même très très pacifiste au vu de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de sacrifier les conditions encore une fois d'habitabilité de la planète. Et je dis pas que ça va devenir radical, mais il y a les conditions pour, en tout cas pour que ça devienne plus violent. C'était le point, le terrain ou le terreau, pour rejoindre l'humus. Le terreau est propice à ce qu'il se passe quelque chose de fort. Parce qu'effectivement, quand une jeune s'attache sur un filon de Roland Garros, tout ce qu'on lui reproche, c'est de bouffer de l'espace pub, en fait. Mais vraiment, en réalité, l'enjeu est tellement ailleurs. Et la jeunesse est une mosaïque. Et effectivement, il n'y a pas un jeune qui a un comportement comme ci, comme ça. Et l'avion, c'est 1% de la population qui le prend. Donc, effectivement, plus les jeunes qu'avant, mais néanmoins. Et puis l'avion est dans plein de cas moins cher que le train, par exemple. Donc c'est le système qui est un peu bizarrement fichu. Ça, c'est un vrai problème. Alors, on pourrait continuer... Je veux dire un mot sur Roland Garros. Oui, vous pouvez dire un mot sur Roland Garros. C'était vraiment absolument formidable. C'est que non seulement elle n'a fait qu'à s'attacher à un filet, mais ses revendications, c'était d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments. Ah oui, c'est la dernière rénovation. L'idéal révolutionnaire, c'était un truc quasiment technique. Oui, mais elle a pointé mais c'était très symbolique. C'était très symbolique. Une jeunesse qui, est pacifique, et deux, a des revendications précises, listées, techniques. Et légitime, absolument, parce que c'est un énorme poste d'émission de GES. Mais voilà, en tout cas, la jeunesse est multiple. Si vous lisez, j'espère que certains l'ont lu et feront dédicacer les livres, vous verrez que la jeunesse est multiple. Et il y a un appel général à que ces luttes se rejoignent, parce que c'est aussi les personnes âgées qui vont être précarisées pour certaines, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans une génération où on ne peut plus espérer que ces enfants réussissent mieux avec ce qu'on met derrière réussissent. Hein. En tout cas, réussissent peut-être financièrement. Le point qui est les jeunes ne pourront plus devenir propriétaires, je trouve qu'il est extrêmement bien démontré. Et donc, ça précarise encore toute une forme qui va subir de ne plus pouvoir avoir son... Oui, les jeunes ne peuvent plus devenir propriétaires, en tout cas très difficilement, à part s'ils ont hérité, bien sûr. Oui, et donc on n'est pas dans la méritocratie, on est dans l'héritocratie. Donc on pourrait continuer, mais on va poser des questions, parce que je suis sûre que vous en avez beaucoup et qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui aimeraient poser des questions. Voilà. On a encore un bon quart d'heure ? 20 minutes. 20 minutes de questions, c'est royal. Profitez-en. Question courte, c'est-à-dire la question vraiment, le constat. Voilà. Moi, j'ai pas de question, mais je voudrais rebondir sur Salomé Saké. C'est bien, c'est chouette. En vrai, pardon, mais il faut que c'est trop bien que ce soit pas des questions parfois, parce que c'est dans une posture très bizarre. Pas de questions. Non, mais dans le sens où nous, on vous donne des trucs, et moi, j'adore laisser le plus de temps possible, parce que sinon, on regarde une vidéo YouTube, on dit les mêmes choses. Donc c'est plus chouette si on peut échanger avec vous. T'as raison, il y a Pablo Servigne et Aurélien Barraud, après on s'en fiche. Vos idées sont pas plus légitimes que les vôtres, donc s'il vous plaît, merci, même si c'est pas une question, allez-y. Oui, moi je voudrais rebondir sur le propos de Salomé Saké, avec lequel je suis vraiment d'accord. Voilà, moi j'ai 60 ans, et je voudrais dire que moi aussi je suis éco-anxieuse, que j'ai 3 enfants, et que tout ce que vous venez de dire, je ne sais pas s'il y a une seule personne ici de ma génération qui n'est pas conscient de ce que vous dites au sujet des jeunes, sinon je pense qu'on ne serait pas là. Et vraiment, cette éco-anxiété, elle est réelle, parce que j'ai 3 enfants de 23 à 35 ans et qui œuvrent aussi comme ils peuvent pour un monde plus humain. Et ce n'est pas que ça ne concerne pas que les jeunes, hein, d'être dans l'éco-anxiété. Et je me fais aussi beaucoup de soucis. Et je trouve que... Voilà, je suis vraiment consciente de tout ce que vous dites, et quand vous parlez de jeunesse ou de plus âgés, moi je ne sais pas ce que ça veut dire jeunesse, parce que j'ai en moi une grande partie de ce qu'éprouvent mes enfants, même à 60 ans. Et quand j'ai fait 3 enfants, jamais je m'imaginais qu'aujourd'hui on en serait là. Et je fais vraiment tout ce que je peux pour œuvrer et écouter cette jeunesse. Je suis beaucoup au contact des jeunes. Et ça m'intéresse énormément, ça m'inquiète, et je suis plutôt dans la coopération avec eux.
et d'œuvrer avec eux. Voilà. Donc, je voudrais quand même remettre ça parce que je pense qu'il y a énormément de gens de ma génération qui savent et qui sont tout à fait conscients de tout ce que vous dites au sujet de la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup parce que c'est vraiment exactement ça dont je rêve en fait, c'est qu'il y ait que des personnes comme vous. Malheureusement, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, la définition de la jeunesse sur laquelle je me suis appuyée, désolée, c'est encore en dessous de 40 ans. Moi, c'est 18-29 ans selon l'INSEE. Pas de panique, la jeunesse n'est qu'un mot selon Pierre Bourdieu. C'est en tout cas sur ça que j'ai essayé de m'appuyer, mais évidemment, c'est complètement ouvert à interprétation. Mais il y a quand même ces fameux dîners de famille où on se retrouve, et beaucoup de jeunes, je pense ici, peut-être se retrouvent dans cette situation, où on est face à des personnes de 60 ans, de 70 ans qui ne comprennent pas et qui disent mais vous les jeunes, vous alertez trop, vous êtes trop anxieux, vous en faites des tonnes. Nous aussi, on a eu des problèmes pendant notre génération. Et au même titre que j'appelle à ne pas mettre tous les jeunes dans le même sac, évidemment qu'il ne faut pas mettre toutes les personnes de plus de 60 ans dans le même sac. Ce serait une aberration. Et d'ailleurs, je le précise en préambule du livre, c'est pas un livre anti-boomer, c'est pas un procès aux plus âgés, surtout pas. Mais c'est quand même le fait de pointer qu'il y a des personnes d'un certain âge, de manière assez récurrente, notamment dans les médias, notamment sur les plateaux télé, qui ont tendance à critiquer les jeunes, à fustiger cette génération et à oublier le contexte dans lequel elles s'inscrivent. Et moi, heureusement qu'il y a des personnes d'un certain âge, de plus de 50 ans, 60 ans, j'en sais rien, qui s'engagent dans aussi quelque chose de collectif, mais c'est pas au même titre que les jeunes ne s'engagent pas de manière massive, c'est pas du tout massif non plus du côté des seniors, je sais pas comment dire ça. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce lien, et ne serait-ce que d'avoir ce lien dans les familles. C'est déjà énorme. Et moi, je vois la différence, et je le vois même pendant les dédicaces, quand il y a des jeunes qui arrivent avec leurs parents, avec leurs grands-parents, et ils se sentent soutenus, ils se sentent tellement mieux que quand ils sont dans des familles où on va les laisser s'isoler, où on va les laisser parfois sombrer dans cette anxiété. Et tout ce à quoi j'appelle, c'est justement d'avoir, je l'espère, plein de personnes comme vous qui représenteront votre génération. Merci d'abord à vous tous. Un petit instant, parce que je vais mettre un peu d'ordre dans mes idées, parce qu'en vous écoutant, j'ai eu une avalanche de propositions, de réflexions, de suggestions, etc. La situation est grave aujourd'hui, à point de vue écologique, catastrophique même, j'ose dire. Et l'action à faire, donc, c'est politique d'abord, ça c'est essentiel, hein. Mais, je pense que chacun de nous, ici présents, on a un rôle important à jouer. Déjà, prendre conscience de la situation. Et pour prendre conscience de la situation, il faut se sentir, il faut se dire que nous tous, chacun de nous est responsable de cette situation. Par notre choix de vie, par notre mode de vie et par notre mode de penser et d'agir aussi. Parce qu'il n'y a pas seulement un problème climatique, il y a un problème aussi générationnel, il y a un problème de racisme qui est très fort dans ce pays, comme dans beaucoup de pays d'Europe et ailleurs. Donc, cette opportunité de se dire, nous, chacun de nous, a un rôle à jouer très important, et surtout se sentir responsable de la situation actuelle. Merci. Merci, monsieur. Et après, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des vrais jeunes qui posent des questions, même des enfants. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Ouais. Bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est plus un point de vue. Faut que je me lève. En fait, je voudrais rebondir sur le fait qu'on est peut-être trop pacifiste. En ce moment, il y a des gens qui font des grèves de la faim. Ils en sont à plus de 20 jours, ils sont proches de mourir, ou en tout cas, ils mettent leur santé en danger. Et je trouve ça vraiment incroyable que le gouvernement ne bouge pas. Et en fait, c'est un peu quand même une question, c'est pourquoi on en est là, pourquoi on en est à mettre sa vie en danger. C'est en plus assez médiatisé, je trouve, heureusement. Et pour autant, il ne se passe rien. Et moi, je suis un peu émotive en le disant, mais je trouve ça incroyable. Et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Est-ce qu'on est vraiment rendu à devoir peut-être mettre la vie de d'autres en danger pour que ça bouge? Mais c'est un peu extrême. On n'a pas envie d'en arriver là. On a envie que ça reste pacifiste et que tout le monde ouvre les yeux. Donc voilà, c'était un peu une réflexion, mais si on peut rebondir sur le pourquoi du gouvernement qui est tout à fait... Il y a des jeunes, il y a un enfant en poussette, j'aimerais bien qu'il prenne la parole aussi. Après.
Non, mais pardon. En fait, c'est très dur parce que j'ai vraiment pas envie, j'ai envie de vous entendre. Mais là-dessus, merci de le dire parce que j'ai pas eu l'occasion de répondre et j'étais pas pour le coup d'accord sur l'idée de dire que ce qui est fait n'est pas radical parce que c'est juste qu'on en parle moins. Mais il y a beaucoup d'actions très radicales qui sont en train de s'organiser. Après, c'est vrai que les modes d'action directe qu'on a pu avoir avec des attentats, etc., on ne les trouve pas aujourd'hui dans le mouvement écologique. Par contre, beaucoup de gens y réfléchissent, malheureusement. Et oui, non, ça c'est. Non, mais en tout cas, c'est vrai que sur l'idée de dire c'est pas radical et c'est alors pacifique, on peut en parler très longtemps, la notion de paix, tout ça. En tout cas, c'est une forme de violence contre son propre corps. Et je ne sais pas si tout le monde a entendu parler, donc c'est l'histoire de la 69 qui entre Castres et Toulouse, avec Thomas Braille, mais aussi 17 autres personnes aujourd'hui qui sont en 14, pardon, j'ai dit 14 autres personnes qui ont commencé une grève de la faim. Et une idée peut-être qui ramène tout le monde là-dessus, c'est la théorie du flanc radical. C'est comment est-ce que dans les mouvements sociaux, c'est Andreas Malm qui en parle, mais plein d'autres, dans les mouvements sociaux, les fois où on a obtenu des droits et des libertés, c'est parce qu'il y avait vraiment une coopération étroite, même si beaucoup de dissensions, mais une coopération étroite entre un flanc plus radical et un flanc plus modéré. Ce qui se passe d'un point de vue politique, c'est que le flanc plus radical va faire plus peur à l'ordre établi. C'est parce que Thomas a commencé sa grève de la faim que nous, on a eu accès à des rendez-vous avec Clément Beaune, ministre des Transports, et avec la présidente de région, Caroline Delga. Il n'aurait sûrement jamais répondu à mon appel s'il n'y avait pas eu cette peur de dire on va avoir un mort sur les bras. Et que, du coup, l'ordre établi va négocier avec, ça peut être des forces syndicales, ça peut être des représentants, ça peut être ce qu'on appelle des forces plus modérées, un flanc modéré en tout cas. Et c'est le cas aux États-Unis sur l'abolition de l'apartheid. Il y a vraiment, on regarde sur le féminisme aussi, sur le droit de vote. Sur le droit de vote, quand même, on rappelle que dans les suffragettes, on s'est tous offusqués qu'on jetait de la soupe sur une vitre de tableau qui a été en 5 minutes nettoyée. Il y a un mouvement des suffragettes qui avait été de la lacération d'un tableau. Et là, le tableau était, pour le coup, réellement endommagé. Après, se poser des questions, qu'est-ce que l'art, etc. Mais on devait y aller. Mais en tout cas, merci de le rappeler qu'en effet, il y a des gens qui se mettent vraiment en danger par... mais dont on parle beaucoup moins. C'est des histoires qui sont beaucoup moins, dont on met beaucoup moins la lumière dessus. Donc c'est important de leur rendre hommage. Merci pour cette intervention. Alors, jeune, il y a trop bien. Jeune, quand même. Donc bonjour, j'ai 17 ans et je suis donc éco-anxieuse. Et en fait, j'ai une question. Je pense que je suis éco-anxieuse comme beaucoup de jeunes. Et j'aimerais travailler dans une industrie, par exemple, qui est quand même en directe contradiction avec l'écologie. En tout cas, c'est comme ça que je la vois. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais par exemple, il s'agit d'un rêve. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire les jeunes pour vivre avec le fait que beaucoup des métiers qu'on va faire, par exemple, et des rêves qu'on va vouloir réaliser vont quand même être en directe contradiction avec l'écologie et avec ce qui nous rend en fait si anxieux. On peut. Première question sur comment faire bouger les choses quand on a un rêve qui n'est pas forcément... D'accord. Je hack cette conférence. Non, mais parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et c'est super dommage. Donc, posez vos questions, réflexions et si ça te dit, on prend 3 minutes chacun pour répondre à une chose où on imagine qu'on est un peu pertinent pour le faire. Ça vous va? Comme ça, vous parlez aussi. Merci. Qui c'est qui a une bonne question là? Non, mais parce que quelqu'un m'a dit, moi j'ai... Oui, en fait, bonjour à tous. C'est en lien direct avec l'éclairage de la jeune fille. C'est vraiment cette question-là en fait, de contradiction, d'opposition entre ce qu'on nous inculque, ce avec quoi on grandit, et ce vers quoi on veut nous faire développer. Et en fin de compte, cette opposition avec vraiment cette attraction vers des mouvements beaucoup plus engageants, ces questions écologiques. Et voilà, la jeunesse qui est, comme on parlait, EasyJet, fast fashion, réseaux sociaux, tout ça qui est très très présent. Et toutes ces questions en fait hyper anxieuses au niveau de l'écologie et toute cette volonté de retour à la nature finalement et de revalorisation de la biodiversité qui est très présente. Donc voilà, j'avais envie que vous nous échangiez des idées d'action,
finalement, pour aller vers plus d'homogénéité et plus de fédération autour de cette contradiction-là. Il y a battle des questions. Très bien. Bonjour. Du coup, sur pas mal d'actions, on entend un peu. Moi, j'ai fait pas mal de photos pendant quelques temps, et du coup, je suis pas forcément enchaîné ou quoi, et du coup, je suis plus facilement proche en fait des policiers qui sont en off sur des actions et qui, en fait, sont complètement relâchés. Et pourquoi pas, c'est dommage, on peut pas les tabasser, c'est dommage, on peut pas être plus violent, c'est dommage, voilà. J'entends beaucoup de discours hyper violents. Je vois aussi justement, comme disait la personne, je suis désolé, par rapport au grève de la faim, je vois aussi effectivement qu'il y a quasiment zéro réaction en fait en face, alors que c'est des réactions de politesse, quand même on va dire qu'on a fait quelque chose, comme ça même si la personne y passe, en fait on pourra dire qu'on a quand même fait quelque chose. Je me pose la question, et c'est une question à laquelle j'ai clairement pas la réponse, c'est où en est-on dans le cynisme? À quel point, dans tous les échelons de la société, il y a un tel cynisme? Parce que c'est pas que les politiques. Pour avoir entendu des CRS dire je suis dégoûté de ne pas avoir pu tabasser des gens qu'on expulse. En gros, je suis désolé, il était un peu dégoûté de ne pas être allé au contact, parce que du coup, on avait évacué les lieux avant, on s'était foutu de leur gueule. Mais du coup, je veux dire, les CRS, ils sont un peu en bas de l'échelon de la société. Ils sont déjà ultra cyniques, et les politiques aussi. Et en fait, où est-ce qu'on en est? Et pareil, des collègues de boulot qui réagissent là-dessus, et qui sont, par rapport à la mort de Naël, parfois hyper violents. En fait, on en est dans le cynisme, et à quel point on peut faire face à ça aussi. C'est très compliqué à gérer. Voilà. Une dernière, et ensuite on invitera nos panélistes à réagir. Allez-y. Très vite, je donne mon temps de parole. Bonjour. Alors en fait, je sais que c'est en lien un peu en général à tout ce qu'ils ont dit les autres. Mais je me posais la question, pourquoi, je sais que c'est très philosophique, mais pourquoi, on voit très bien que les politiciens et les gens, pourquoi l'argent et le pouvoir dominent l'homme, alors qu'il y a d'autres trucs plus intéressants comme l'amour, la paix. Pourquoi on est dominé par un bout de papier, et pourquoi on n'est pas dominé par autre chose? Voilà. Peut-être une... Moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce que c'est les moments qui font le plus de bien quand on est activiste? Les moments qui font le plus de bien quand on est activiste, c'est quoi? Trop beau comme question, merci. C'est trop chouette. Elle a 11 ans. Merci. La personne qui a posé la question. Est-ce que vous voulez réagir? Parce qu'on a... Combien de temps il nous reste? Après, les amis, nous, on est là, on est bloqués dans un petit chapiteau, il fait 100 000 degrés à signer des livres, donc n'hésitez pas à venir discuter. À venir parce nous voir. Il y aura les dédicaces, vous donc vous pourrez discuter avec chacun d'entre vous. Donc allez-y, réagissez, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Bon, pour résumer, on ne peut pas répondre vraiment à toutes les questions, puis d'ailleurs, c'est souvent pas des questions, et d'ailleurs, on n'a souvent pas les réponses, donc comme ça. C'est vrai, merci. Eh bien, au revoir. Mais quand même, pour reprendre le sujet sur les moyens d'action, je vais un peu redire, mais différemment, ce que je disais c'est aussi une réforme personnelle, individuelle, et aussi collective au niveau le plus local. Et je vais vous raconter juste une toute petite histoire. Après mon livre, j'ai été contacté par une Suissesse. Et vous savez, souvent, les Suisses ont l'impression d'être conservateurs et en fait font des trucs hyper bien et hyper progressistes. Notamment en démocratie. Voilà. Notamment en démocratie. Moi, j'ai été voir des expériences de démocratie. Enfin, c'est pas des expériences, pardon. C'est des traditions de démocratie directe à Glaris, notamment, qui est un petit canton à côté de Zurich. C'est vraiment phénoménal. Ça dure depuis 5 siècles. Ça marche très bien. Les gens décident sur la place du village de la moitié des lois qui régissent leur vie une fois par an. On va en parler longtemps, mais tout ça est lié quand même. Parce que dans l'histoire de la pensée écologiste, c'est que l'écologie a toujours été liée à la décentralisation.
chez Arnaes encore une fois, c'est décentraliser. Donc c'est pas du tout lié à la planification, c'est quand même les deux concepts s'opposent. Il faut pas tout combiner. Et c'est l'idée que plus on est proche de son écosystème, plus on en est, et plus on en est responsable, plus naturellement on va être incité à faire des choses qui le préservent, simplement parce que c'est notre intérêt, c'est l'intérêt de la communauté qui nous entoure, et que c'est nous qui décidons, et que nos actions ont un impact qu'on peut véritablement voir. Et donc, s'agissant de cette Suissesse, elle me dit, nous, par exemple, dans notre village, on a décidé de retraiter tous les déchets humains en vermicompostage. Alors voilà ce qu'on a fait. On a refait un tout à l'égout, avec juste très peu d'eau dans les chasses d'eau, mais quand même un tout à l'égout collectif. Et puis tout ça, donc, tous les déchets, si vous voulez, des habitants du village descendent dans une même pièce où on a mis plein de vers de terre. Donc il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, etc. C'est fait très sérieusement. Ça marche, c'est parfait, ça marche très bien. En plus, comme vous le savez, les vers de terre, ils ont besoin de rien. Ils se nourrissent, ils émettent pas, ça sent pas mauvais, ils émettent pas, il faut regarder un peu comment ça se passe, mais globalement, ça se fait de manière extrêmement naturelle et simple. Et on récupère du terreau à la fin, et le terreau, on le redistribue aux habitants et aux agriculteurs. Et ben voilà. Et je dis, voilà, formidable. Marc-André Sellos doit être très content de ça. Est-ce qu'on aurait le droit de le faire en France ? On n'aurait pas le droit. Probablement pas, parce qu'en France, si vous voulez déjà échapper au tout à l'égout collectif, il faut demander des dérogations, c'est très compliqué, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que c'est vraiment la parabole de, la décentralisation, ça permet à ces expériences de se réaliser, puis si elles marchent, je suis persuadé que le village d'à côté va dire, tiens, c'était une bonne idée, puis en plus, ça leur coûte moins cher, et puis voilà, ils vont produire. Et que c'est aussi, pour nous, l'enjeu est aussi, certes, de faire des grandes lois pour éviter de couper les arbres et tout, et on ne peut pas être contre, mais c'est aussi de décentraliser beaucoup le processus de décision pour que ce genre de choses puisse éclore et que, justement, les gens puissent réaliser leur humanité, leurs rêves, etc., déjà au niveau de leur communauté. Et je note que le mouvement des soulèvements de la Terre, par exemple, se réclame beaucoup de Murray Bookchin, qui est un penseur éco-anarchiste des années 70-80, qui lui-même a inspiré le PKK kurde, qui est fondé justement sur le municipalisme. Enfin bref, c'est vraiment cette même idée, reformulée, de décentralisation extrême liée à la question écologique. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Mesdames, c'est à vous si vous voulez clore peut-être sur une note positive d'engagement. Je vais essayer justement de clore sur une note positive pour répondre à ces interventions sur les rêves qu'on peut avoir qui sont anti-écologiques, parce que c'est vraiment, à titre personnel, quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai pas du tout toujours été écologiste. J'ai d'ailleurs toujours actuellement des contradictions très importantes sur ce sujet-là, mais on ne naît pas, c'est très rare, en tout cas, à part si on est élevé dans une famille qui a ça comme mode de vie, on ne naît pas dans un système où les rêves ne sont pas très productivistes, très consuméristes. On a été imbibé de ça depuis qu'on est né, ne serait-ce que dans les films, les livres, toute notre culture est imprégnée de ces rêves-là. Et pour mon cas très personnel, à 17 ans, mon rêve absolu, c'était de prendre l'avion. Et je suis née dans un petit village en Ardèche. Mes parents m'ont jamais fait prendre l'avion. La première fois que j'ai pris l'avion, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je veux que ma vie soit faite d'aventures, d'avions. Je voulais être reporter de guerre, parcourir le monde. Et c'était mon plus grand rêve. Et ça a été long de changer justement cet imaginaire-là, ce rêve-là, en justement retrouvant peut-être ce pourquoi je me battais. Et donc ça revient peut-être à votre livre aussi, de revenir à quelque chose de plus... Ça peut paraître bateau, mais c'est fondamental, de revenir à ce pourquoi on se bat, pour reprendre aussi le titre du film de Camille, qui est de se rapprocher de cette nature. Moi, j'ai beau être née dans la nature, c'est relativement récemment que je me suis mise à vraiment la découvrir, à vraiment essayer de me connecter à ça, à voyager autrement et à transformer ce rêve professionnel, puisqu'aujourd'hui, je ne dis pas que je ne prendrai plus jamais l'avion, mais en tout cas, clairement, c'est hors de question que je parcours le monde en avion dans le cadre professionnel. Premièrement, parce que j'ai essayé de déconstruire cet imaginaire, c'est-à-dire, je ne sais pas quelle est l'industrie dans laquelle vous voulez travailler, mais je pense qu'il y a déjà plein de métiers qui se modifient tout en pouvant... effectuer le même métier. Après, si votre rêve c'est de travailler dans l'industrie pétrolière, effectivement, c'est un peu complexe. Ou même, non, mais je pense qu'il y a plein de professions où ça peut être l'industrie du vêtement, ça peut être qui sont aujourd'hui des industries qui sont pas, qui sont incompatibles avec les limites planétaires, mais qu'on peut transformer. Et on peut transformer ces rêves-là et ensuite de transformer son propre imaginaire et de s'interroger pourquoi je rêve de ça. Qu'est-ce qui me plaît là-dedans ?
Et peut-être d'essayer aussi de déconstruire ce rêve, même si j'entends que c'est pas simple. Et je terminerai là-dessus. Il n'y a pas de militant parfait. On a tous eu, peut-être Camille, tu pourras en parler aussi, un passé pas parfait sur le plan écolo. On est toujours en mutation sur ce plan-là. On est dans un système où rien ne nous encourage. Je le disais, dans plein de cas, le train coûte plus cher que l'avion. Donc je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et se dire c'est bon, je fais ce que je veux, mais il y a un moment, il faut assumer, intégrer ces contradictions, se dire qu'on essaie de lutter chaque jour contre, mais pas se flageller tous les jours, parce que sinon c'est invivable. Et c'est ça, tout le combat écologique, c'est aussi de rendre cet autre monde désirable. Et moi, je suis convaincue que cet autre monde qui est fait aussi de sobriété, qui est fait de lenteur, qui est fait de connexion à la nature, est par bien des aspects meilleur que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et que c'est ça qu'on doit essayer de créer, et ça passe par, je te disais, la culture, la création artistique, le discours politique, le discours dans les médias, ça passe par tout un tas de choses. Ralentir, accepter de ralentir, alors que rien ne nous y encourage. Moi, le message que je donne aux jeunes à chaque fois que je rencontre, et qui est vraiment un message très personnel, et c'est pas du tout, c'est pas quelque chose de journalistique, mais c'est de dire, n'attendez pas d'être parfaitement compétent, d'être parfaitement 100% aligné, sans contradiction, pour agir, pour faire entendre sa voix, et on est en perpétuelle mutation. Je le disais, moi, je suis pas irréprochable, parce que c'est pas possible, en fait, ne serait-ce que parce que j'ai un téléphone, parce que j'ai un ordinateur. J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de m'améliorer chaque jour, et c'est ça, ou parfois, qui me dérangeait dans les discours, les fameux discours, les jeunes font ça, mais à côté, ils mangent un steak, ou ils achètent sur Amazon. C'est un moment de se rendre compte qu'on a ces contradictions, que c'est pas grave, qu'on lutte contre, et que c'est pas un obstacle, et qu'on doit pas rejeter en bloc tout engagement à cause de ça. Alors, on me fait signe que c'est le mot de la fin, Camille. Camille. C'est pas grave, si, quand même. Non, mais une minute, ça va? Vous me dites, hein, s'il y a un incendie qui arrive, une bombe qui explose dans 3 minutes, on va peut-être pas tuer. Enfin, je voudrais pas. Non, ce que je dis n'a peut-être pas autant d'importance. Non, mais en tout cas, en 2 secondes sur ça, évidemment que ce que dit Avernas, tout ça est extrêmement beau, et qu'Antoine va voir une révolution intime aussi. Mais ce qui est sincère, c'est de changer notre manière d'être au monde. Donc ça va passer par une révolution intime et philosophique en nous, vraiment, et ontologique. Mais il faut comprendre aussi qu'on habite le monde, et qu'en rien, on peut... Enfin, moi, je viens des sciences sociales, donc je prêche pour ma parole. Mais on habite un monde, et donc on fait partie d'une société aussi. Il n'y a pas quelque chose comme l'individuel vs le collectif. C'est malheureusement pas le cas sur beaucoup de choses. Par exemple, le boycott, vous voyez, c'est un geste éminemment individuel. Je décide, ça se joue entre 8h et 10h du matin, je décide de ne pas manger de Nutella. Bon, si tout le monde, d'un coup, toute la ville de Chambéry décide de boycotter Nutella, c'est éminemment collectif aussi. Ouais. Et inversement, quand je bloquais l'Assemblée Générale de Total Energy, c'est très collectif. Là, on est là, c'est la désobéissance civile, tout ça. C'est vraiment les actions collectives de désobéissance. Mais je peux vous dire que intimement, c'est un risque ça me individuel. coûte beaucoup plus que n'importe quelle autre fois où je m'interdis de prendre l'avion. Je me prends des coups de... Enfin, c'est en moi que ça se passe aussi. Donc, voilà, ne perdons pas. Tout est important, faites ce qui vous plaît, et je veux vraiment répondre à ta question parce que je suis très... Alors là, je suis un peu malade, donc tu ne vois pas trop, mais je suis très heureuse et joyeuse normalement, parce que déjà, le fait de faire des actions, tu te retrouves avec des gens qui vont partager tes angoisses, tes émotions, donc tes angoisses, tes peurs, tes joies. Et on a peut-être donné l'impression que rien n'avançait jamais. Je vous jure que c'est pas vrai. Bien sûr, pas du tout à la hauteur que ce qu'on voudrait, bien évidemment. Et je le répète tout le temps. Mais je t'assure qu'il se passe des choses magnifiques. Nous, on était 5 au début. Là, c'était à Grenoble. Il y avait 2 activistes qui étaient venus d'Ouganda pour nous dire, chez nous, on est en train de perdre notre village. Il y a 100 000 personnes qui doivent partir parce qu'une entreprise française, chez vous, Total Energy, est en train de construire la plus grande pipeline chauffée au monde. On était 5. Tu vois, donc on s'est dit, qu'est-ce que nous, on va faire? 5 jeunes contre l'entreprise la plus grande en France et qui est une des plus grandes au monde. Et en fait, petit à petit, on a défait la pelote de laine. On s'est dit, OK, en fait, on va s'attaquer aux banques. Si on dit dans toutes les facs, on retire notre argent des banques qui financent cette pipeline. Au bout d'un moment, là, on a eu 15 banques qui nous ont suivis. Ensuite, des assurances. Ensuite, petit à petit, on a fait comme ça. Et c'est devenu un sujet incroyable, si bien que maintenant, ils ont du retard et que ça fait 2 ans qu'ils devaient commencer vraiment la pipeline, et que là, ils ont fait juste des débuts de forage, mais qu'ils n'ont pas bouclé financièrement, ils galèrent, quoi. Sur les fonds marins, pareil. On était là, il y a des biologistes marins qui sont venus nous voir en disant, on est en train de miner les fonds marins, c'est super dangereux. On a commencé, on était quelques-uns, et pareil, il faut beaucoup d'abnégation. Ce qu'on dit, c'est continuer. En montagne, on connaît bien ça. Tu commences la rando, c'est dur, c'est long,
Ça demande un peu d'effort, ça demande de sortir de soi, ça demande de l'inconfort. Mais il faut embrasser cet inconfort. Et à partir du moment où on le fait collectivement, il se passe des choses magnifiques. En juillet, là, ce juillet dernier, il devait y avoir des bateaux qui commençaient à aller miner les fonds marins. Et on a réussi que ce ne soit pas le cas. Là, aujourd'hui, il y a plus de 20 pays qui ont dit on ne commencera pas avant 10 ans, on rejoint un moratoire. La France, en 6 mois, a changé d'avis. Donc, il y a des choses qui se passent et ça dépend que de vous. Ça dépend vraiment que de vous parce que plus on est, surtout avec votre intelligence, c'est-à-dire que j'aimerais répondre aux questions de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, mais c'est pas intéressant, ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que voilà, moi, comment j'ai trouvé avec ce qui m'intéresse, mes talents, mon temps disponible, là où je suis bonne, là où je suis moins bonne, j'ai fait avec ce que j'avais, avec ma donnée. Là, dans cette salle, parlez-vous, c'est 1000 fois plus intéressant peut-être encore que de vous dire vous habitez un territoire donné a priori qui est celui-ci. À part s'il y a des infiltrés de Total, vous êtes des gens intéressés par la question écologique et vous avez envie d'agir. Et ça, c'est hyper précieux. On n'a plus ces endroits-là. Donc là, vous avez, je sais pas combien de personnes, peut-être 200 personnes. 500, waouh, ok, 500 personnes. Beaucoup de gens quand même. Non, mais il y a 500 personnes qui habitent dans le coin, qui ont envie d'agir, de plein de générations différentes, qui font plein de métiers différents. Il y a peut-être des avocats, des agriculteurs, des agricultrices. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Je vous jure que c'est fascinant. Donc parlez-vous. C'est peut-être le plus grand cadeau qu'on peut vous faire. C'est vous forcer à parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas en sortant de cette salle. Alors merci beaucoup Camille, merci Gaspard, merci Salomé. Merci. Donc c'est sur cette invitation au collectif, et c'est le plus beau mot d'espoir, le collectif quelque part qu'on peut avoir. Donc rendez-vous individuel dans le collectif pour aller rencontrer Salomé, Gaspard et Camille dans la salle, dans le chapiteau. Merci beaucoup.